Le docteur Olo Pépin Yen est notre invité du jour. Il est sociopolitologue et ancien chercheur au CNRST. Avec lui, nous parlons aujourd'hui des coups d'État militaires au Burkina Faso, trajectoire historique et enjeux politiques dans un monde multipolaire. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. Alors, première question, comment on définit la notion du coup d'État et combien en avons-nous connu au Burkina? Ok. Merci Serge Kaboré pour l'invitation. D'abord, une tentative de définition du coup d'État. Bon, il faut dire que c'est un concept polysémique. Polysémique en ce sens que le coup d'État peut revêtir plusieurs sens. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir du coup d'État, c'est que c'est un répertoire d'action politique, donc qui vise la conquête du pouvoir. Donc le coup d'État, si on peut le dire, est une technique de conquête du pouvoir. Maintenant, ce coup d'État peut revêtir plusieurs formes, comme je l'ai dit. Voilà, ça peut se faire par des civils, des militaires, et ça peut même se faire au niveau institutionnel. Parce qu'on pense que le coup d'État, c'est toujours ceux qui sont en dehors du pouvoir qui viennent renverser le régime. Même on peut être au sein même, on peut être au pouvoir et opérer un coup d'État. Notamment ceux qui opèrent des coups d'État constitutionnels. Ce n'est pas des gens qui sont en dehors du pouvoir, c'est des gens qui tripatouillent la Constitution pour se maintenir. Voilà. Donc du coup, le coup d'État, si on peut le définir de façon classique, c'est un coup de force. Voilà, donc qui vise la conquête du pouvoir. Voilà, un coup de force qui amène un groupe à accéder donc au pouvoir d'État. Combien en avons-nous connu succinctement au Burkina? Bon, de façon générale, on peut dire que nous avons connu une dizaine de coups d'État. Voilà, une dizaine. Et comme je l'ai dit, il y a eu une diversité de coups d'État. À la fois civil, militaire. Voilà, à la fois civil et militaire. Voilà, une dizaine de coups d'État. Et seulement qu'il y a un coup d'État qui n'a pas tenu. Voilà, le coup d'État du septembre 2015 qui visiblement a été un échec parce qu'il y a une résistance populaire donc, qui a mis en échec ce coup d'État. Alors c'est une thématique que nous abordons aujourd'hui mais que vous connaissez très bien, vous l'avez écrit puisque cette thématique a constitué une thèse pour vous. Aujourd'hui, quand on regarde, si on va parler de 1966 où on a eu un gouvernement militaire provisoire qui était là, mais avant même de parler, parlons du premier régime de Haute-Volta. Comment est-ce que la chute s'est opérée? Ok, merci Serge. Oui, effectivement, j'ai travaillé sur les mouvements sociaux au Burkina Faso, c'est ma spécialité. Voilà, donc ce qui me donne l'occasion de mener ces débats, et de réfléchir donc, sur ce que je peux dire, les pratiques institutionnelles instables qui ont caractérisé les trajectoires du politique et de l'État au Burkina Faso, et dont le coup d'État. Voilà. Et maintenant, pour ce qui est de la Première République... Justement, on disait que le premier slogan, c'était l'armée au pouvoir, l'armée au pouvoir. Qu'est-ce qui a marqué? Bon, c'est né d'une crise politico-institutionnelle, si on peut le dire, voilà, où le premier régime donc, a imposé une sorte de dictature constitutionnelle, voilà, donc, au mépris donc, des règles démocratiques en vigueur. Et donc le régime a imposé une sorte de parti unique, voilà, qui voudrait dire ici la non-reconnaissance de façon tacite de l'opposition politique. Voilà. Mais le problème qui a déclenché donc, la crise, c'est au niveau donc, de la gestion gabégique, la gestion financière donc, de l'État, voilà, où le premier président donc, avait donc prélevé de l'argent dans les caisses de l'État pour des dépenses personnelles, des dépenses fastueuses. Et donc ce qui a creusé donc un déficit énorme à combler au niveau du budget. Voilà, et donc ça a mené donc le pouvoir à faire un abattement salarial de 20%. Donc tout de suite, il y a une fronde syndicale qui s'est mise en place, voilà, qui a organisé donc un mouvement, un coup de force populaire qui a débouché sur la chute du régime. Voilà, et donc c'est ce front syndical, voilà, après avoir donc fait tomber le régime, a appelé les militaires à prendre le pouvoir. Donc c'est pour dire que les militaires n'avaient aucunement envie ou n'avaient aucune ambition d'accéder au pouvoir. Donc c'est pour dire que
L'armée, comme je l'ai toujours dit et je le répète, l'armée est venue au pouvoir par le syndicalisme. Ce sont les syndicats qui ont appelé l'armée à prendre le pouvoir. Et après ce coup d'État que l'on a connu en 1966, pourquoi est-ce que le gouvernement militaire provisoire qui avait été mis en place n'a pas respecté la promesse de redonner le pouvoir aux civils? Oui, effectivement, puisque l'action du gouvernement de la Première République, donc, qui avait mis en place un gouvernement militaire provisoire, et avait donc pour objectif de résorber la crise budgétaire qui avait été créée par la Première République. Avec les dépenses faramineuses. Oui, avec les dépenses faramineuses. Donc, il y a eu un dialogue avec les forces sociales, même je pense avec les syndicats, et ce qui a débouché sur l'avènement de la Deuxième République. Donc c'était le début du multipartisme au Burkina Faso. Et là, ici, il y a eu des élections législatives, mais pour ce qui est de la présidence, les militaires sont maintenus au pouvoir. Avec le principe que c'est le militaire le plus gradé et le plus ancien dans les grades le plus élevé qui devrait donc présider à la destinée du pays. Et ce n'était rien d'autre que celui qui était au pouvoir, déjà le général Sangoulé Lamzana, qui est resté au pouvoir. Et il y a eu donc des élections législatives où des partis politiques se sont retrouvés au niveau du Parlement. Donc, c'est dire que ici, les militaires à un certain moment ont fait le choix de toujours continuer donc à contrôler la société burkinabé. Bon, on peut interpréter peut-être les raisons. C'est dû au fait que d'abord au niveau de la classe politique, il n'y avait pas une sorte d'unanimité. Donc ça c'était un problème. Parce que d'abord les partis politiques qui étaient là, même si à un certain moment ces partis sont mis derrière les syndicats pour gérer le pouvoir, mais à un certain moment l'armée a estimé qu'elle devrait toujours continuer donc à régenter la société à travers de sorte ici à résorber la crise et à discipliner donc la scène politique. Voilà ce qu'on peut dire de ce qui a amené l'armée ici à se maintenir au pouvoir. Mais en inaugurant bien sûr le multipartisme avec l'avènement de la Deuxième République. Et justement, de là on se retrouve en 1974. Et là, comment les conflits internes au sein du RDA ont finalement mis fin à l'expérience du multipartisme que nous avons eu? Oui, là, je pense que le directeur de recherche pour Jean-Marc Palme a largement donc réfléchi là-dessus à travers son livre sur le combat du RDA. Et à ce niveau, ce qu'il faut retenir, c'est parti d'une crise interne au sein du RDA. Où il y avait ici deux leaders qui se rivalisaient, le contrôle donc du parti, à savoir Gérard Kango Ouédraogo et comme on appelle Joe Weder, qui étaient tous ici au niveau donc de l'exécutif. Je pense que Gérard était Premier ministre à l'époque et l'autre était président de l'Assemblée. Donc la rivalité pour le contrôle donc du parti a créé une sorte de paralysie institutionnelle et de la vie et de la scène politique, la vie politique nationale. Donc ce qui à un certain moment crée un dysfonctionnement même au niveau de l'administration. Donc la population était excédée et les syndicats aussi également étaient excédés. Et à travers donc une lettre syndicale adressée au président où les syndicats demandaient donc au président donc de mettre fin à ces querelles intestines donc qui paralysaient l'administration et donc les institutions de la République. Le chef de l'État de l'époque, Lamzana, donc s'est appuyé sur cette lettre pour se donner une certaine légitimité donc d'opérer un coup d'État, savoir donc renvoyer donc les deux leaders donc dans leur parti, donc la dissout et comme on appelle le Premier ministre et le président de l'Assemblée. Donc du coup la Deuxième République venait de prendre fin. Et ce qui a inauguré donc une autre ère où maintenant c'était la place donc qui a été laissée au gouvernement du renouveau national. Donc là les militaires ont voulu par là créer un mouvement, un mouvement
qui allait donc continuer à diriger le pays. Voilà, au lieu donc d'opérer un retour à une vie constitutionnelle normale. Donc le gouvernement du renouveau ici entendait donc continuer toujours à monopoliser la scène politique, à régenter la scène politique. Et là, ce gouvernement donc s'est vu opposer donc une résistance au niveau des syndicats et qui, à travers donc une grève, donc je pense les 15, 16, 17 décembre, voilà, où les syndicats donc ont revendiqué le retour à une vie constitutionnelle normale. Donc ce qui a obligé donc ce pouvoir militaire, voilà, aller donc vers la Troisième République, voilà, pour ensuite organiser les élections, voilà, les élections présidentielles, les élections législatives. Et quand on regarde les conflits internes que l'on a eu au niveau de RDA et ensuite l'arrivée du gouvernement du renouveau, qu'est-ce qui a opposé à l'époque ces différents régimes aux populations? Il y a de jeunes officiers parmi lesquels le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Oui, il faut dire que sous la Troisième République, les syndicats ont joué un rôle très actif dans le pourrissement donc, de la vie sociale et politique. Vous dites dans le pourrissement? Oui, les syndicats ont joué un très grand rôle. Quand vous prenez donc le livre donc, de général Sangoulé Lamzana sur la brèche, vous prenez le tome 2, Lamzana revient en détail sur cette période où il explique comment les syndicats ont joué un rôle de pourrissement social donc, qui a conduit à sa chute. Voilà, il explique ça vraiment de façon très circonstanciée. Voilà. Et là, ici, le gouvernement s'est retrouvé confronté encore une fois de plus aux syndicats. Voilà. Donc, les syndicats, à travers donc, des revendications, ça il faut le dire, donc ont engagé une grève de 52 jours, je pense, voilà, qui a paralysé donc la vie politique nationale, voilà, et qui a créé une sorte de paralysie même au niveau du fonctionnement de l'administration et des institutions de la République. Et c'est quand donc ces syndicats ont levé le mot d'ordre, je pense 48 72 heures après, que le CRMPN donc est arrivé au pouvoir. Voilà. Donc l'arrivée au pouvoir de CRMPN donc, a été applaudie. Voilà. Parce que déjà les gens, la population en avait marre donc, de la crise politique dans laquelle donc, la Troisième République avait plongé le pays. Et très tôt, au niveau donc, du pouvoir militaire, voilà, il va émerger une fronde politique à l'intérieur. Justement, beaucoup parlent d'affrontements générationnels qu'il y avait au sein même de l'armée. Comment est-ce qu'on arrive à cette disparité entre de jeunes officiers et aussi d'anciens gradés? Oui, justement. Et là, donc, on va assister à l'émergence d'un groupe de jeunes officiers, au relan marxiste. Ça, il faut le dire. Voilà, et au relan marxiste. Et je pense qu'ils avaient un organe d'animation politique. Comment ils appelaient l'organe là encore? Je pense que c'est l'armée voltaïque ou un truc comme ça. Voilà, qui était un organe en tout cas, dans lequel ces officiers donc, exprimaient leurs opinions politiques. Et très rapidement, donc, ils vont donc s'opposer au régime du CRMPN, qui était un régime de colonels, là où ils estimaient que les colonels s'embourgeoisaient, voilà, et donc s'éloignaient des préoccupations des populations. Et dès les premiers instants, je pense que ces jeunes officiers donc, ont été responsabilisés au sein du CRMPN. Comment Sankara à l'époque a incarné cette polarisation d'ailleurs? Oui, il a incarné cette polarisation parce que son charisme déjà, il faut le dire, et Sankara avait déjà un prestige, un capital social et politique qu'il avait acquis avec la guerre Mali-Burkina, voilà, où vraiment il a joué un rôle déterminant en tant qu'officier, voilà, qui a dirigé donc une troupe sur le terrain et vraiment qui s'est illustré vraiment par sa combativité, voilà, et son patriotisme, voilà, et ce qui a valu donc à ces jeunes officiers en tout cas une grande estime au niveau donc de l'armée d'abord et même au niveau de la population. Voilà, et donc c'est ce capital-là vraiment qui a beaucoup servi à Sankara et qui l'a permis ici donc de se hisser
comme leader au sein des jeunes officiers. Et en plus de ça, aussi sa culture politique de l'époque, parce qu'il était l'élément le plus avancé sur le plan théorique au sein de ces jeunes officiers, parce qu'il avait quand même des liens qu'il entretenait avec ses anciens amis, ses anciens camarades, et ses amis d'enfance, qui étaient déjà dans le mouvement étudiant et qui étaient très actifs et qui étaient des leaders. Donc la collaboration avec ces jeunes étudiants l'a permis donc de renforcer ses connaissances théoriques, voilà, au niveau donc sur le plan idéologique, voilà, sur le plan politique. Et en plus de ça, quand on lit donc sa biographie, il ressort nettement que depuis qu'il était jeune officier à Madagascar, voilà, déjà il s'intéressait donc aux questions politiques, voilà, et il a côtoyé donc des personnalités donc qui avaient une certaine vision politique qui tendait un peu vers la gauche, vers le marxisme. Donc du coup, c'est sa trajectoire, je dirais que sa trajectoire sociale qui l'a permis donc, voilà, de se familiariser avec la théorie marxiste-léniniste. Voilà, ce qui lui donnait une certaine aura, voilà, et une certaine prééminence, en tout cas dans les analyses et les prises de position par rapport à ses camarades. Donc on peut expliquer que ce sont tous ces atouts qui ont fait de lui un leader à un certain moment, surtout sous le CRMPN. Et là, on s'est retrouvé avec justement un idéal qui a été partagé par beaucoup au sein des populations. Mais à un certain moment aussi, quand on interroge et quand on suit l'histoire de notre pays, on s'est retrouvé à une certaine baisse de ferveur. Comment est-ce qu'on l'explique? Une certaine baisse, à quel niveau? Une certaine démobilisation, eu égard, quand on regarde notre histoire, eu égard à certains comportements de CDR, entre autres. Comment est-ce que vous avez interprété cet aspect de notre histoire-là? Oui, en fait, il y a des lois de la mobilisation. Voilà. Donc la mobilisation obéit toujours à des mouvements de flux et de reflux. Donc il y a des moments où il y a un reflux de mouvement, il y a des moments où il y a un flux de mouvement. Donc, et c'est en fonction donc des circonstances, en fonction donc des conjonctures politiques. Voilà. Et il faut dire que ces jeunes officiers, très bouillants à l'époque, ambitieux, sont parvenus donc à prendre le pouvoir. D'abord le 7 novembre, voilà, 1982, où c'était toute tendance confondue. Des jeunes qui ne voulaient plus voir les colonels au pouvoir, qui sont organisés. L'affrontement générationnel. Voilà, et voilà, qui ont pris le pouvoir. Mais là, il n'y avait pas une sorte de clarification idéologique, voilà, dès la prise du pouvoir. Donc c'était un peu un fourre-tout où presque toutes les tendances, c'est-à-dire des gens qui étaient mécontents de la gestion du pouvoir des colonels, qui se sont retrouvés et qui ont pris le pouvoir. Mais on n'avait pas de vision idéologique. Oui, je parle du moment de la prise du pouvoir. D'accord. Voilà, c'est après maintenant que Sankara a été nommé Premier ministre que tout de suite le clivage gauche-droite, voilà, va commencer donc à se faire jour au sein donc du CSP, Conseil du salut du peuple, où il y a eu une sorte de bipolarisation du pouvoir. Voilà, et là, Sankara incarnait donc la gauche, l'aile gauche, et Jean-Baptiste incarnait l'aile droite. Donc sous le choc des tendances, voilà, au sein donc du CSP, a entraîné donc son arrestation le 17 mai 1983. Voilà, et ça a été le début du déclenchement d'un mouvement populaire, voilà, pour revendiquer donc sa libération, un mouvement populaire qui soutenait ouvertement les jeunes officiers progressistes qui venaient d'être évincés au sein donc du CSP. Donc c'est depuis ce déclenchement donc de ce mouvement-là qui va évoluer, voilà, et qui va évoluer de phase en phase et qui a débouché donc sur la nuit victorieuse du 4 août 1983, où clairement donc ces jeunes officiers sont arrivés au pouvoir après donc avoir tissé une alliance avec des forces progressistes telles que le PAI et l'ULC qui s'est reconstruite entre-temps. Voilà, et ce sont ces partis de gauche qui ont fait de l'agitation et qui ont maîtrisé cette agitation jusqu'à l'avènement du 4 août 1983. Et du 4 août 1983, on connaît l'histoire, on débouche en 1987 avec l'assassinat du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Quand on regarde aussi, il y a eu, je dirais, une sorte de fin de la 4e République qui n'était pas entrevue. Qu'est-ce qui a fragilisé les institutions démocratiques de la 4e République?
Ok, donc l'avènement de la 4e République est parti d'une contradiction interne au sein donc du CNR. Bon, tout le monde connaît l'histoire. Voilà, où à un certain moment, les deux leaders de la révolution, Blaise Sankara, avaient donc du mal à pouvoir s'entendre sur la gestion du pouvoir. Donc cette contradiction a entraîné les événements tragiques que nous avons connus le 15 octobre 1987. Voilà, et ces événements donc, qui ont annoncé l'avènement du Front populaire. Voilà, et le Front populaire donc, qui a placé son action sous les signes de l'approfondissement de la révolution. Voilà, c'est de la rectification, voilà, pour approfondir la révolution. Mais progressivement, on a remarqué que c'était en fait un processus qui devrait à terme mettre fin à la révolution. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de compromis qui ont été faits par le Front populaire. Donc l'idée ici était de procéder à une décrispation sociale. Voilà, mais visiblement, avec la démobilisation que le coup d'État a créé, voilà, parce qu'il faut dire qu'il y avait déjà un reflux de mouvement sur le CNR. Voilà, et ça s'est accentué avec le Front populaire où il y avait une démobilisation, en tout cas, au niveau donc de tout ce qui était, la plupart de ceux qui étaient engagés dans le processus révolutionnaire. Donc, du coup, avec le contexte international aidant, voilà, où la chute donc du soviétisme qui entraînait donc le renforcement du camp libéral, voilà, ce qui a permis donc d'imposer ici le multipartisme, voilà, donc l'ordre néolibéral donc qui émerge et nous a conduit donc à l'adoption de la Constitution du 1er juin 1991 qui inaugurait donc la 4e République. Voilà. Et maintenant, la 4e République ici a procédé donc à une réinstitutionnalisation du pouvoir politique, voilà, par la mise en place de nouvelles institutions telles que le Parlement, et ici avec donc le Conseil constitutionnel et la Haute Cour de justice et ainsi de suite. Il y avait même la 2e chambre au début, tout ça. Voilà. Donc il y a eu donc une recomposition de la scène politique, de l'ordre politique, avec donc de nouvelles institutions dites démocratiques. Mais le problème de la 4e République, c'est que c'est la forte personnalisation du pouvoir. Voilà. En fait, il y avait une armature institutionnelle qui donnait l'impression que nous étions en démocratie, mais dans le fond, et toutes ces institutions donc étaient d'une manière ou d'une autre régentées par une seule personne qui était dans une stratégie de conservation du pouvoir. Donc, du coup, et ça fait que les règles du jeu, qui devraient donc normalement permettre à la démocratie de fonctionner, et à un certain moment ont été dévoyées, voilà, par donc des ambitions présidentialistes, voilà, qui n'étaient rien d'autre que de se pérenniser au pouvoir, de mourir au pouvoir. Donc du coup la question de l'alternance s'est posée à un certain moment. Et là le Burkina a cheminé jusqu'en 2014, après 27 ans où on a navigué ainsi. Et après 2014, il y a eu une sorte de désillusion de la population, une certaine malgouvernance avec, il y a eu l'arrivée au pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré à travers des élections. Avant lui, il y a eu la transition avec Yacouba Isaac Zida, Michel Kafando. Mais de ce que beaucoup ont retenu de l'insurrection, il y a eu une sorte de désillusion. Comment est-ce que encore on s'est retrouvé dans une malgouvernance, dans des tensions internes et qu'on soit retombé dans d'autres coups d'État? Oui, mais justement, parce que l'insurrection d'abord n'a pas pu tenir ses promesses, pour le dire, parce que l'insurrection donc qui a eu lieu ambitionnait ici donc de procéder à un changement radical, voilà, donc un bouleversement donc de l'ordre qui est là, un changement de la gouvernance. Voilà. Mais cette promesse n'a pas pu se tenir pour la simple raison que cette insurrection était une révolution. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas une avant-garde révolutionnaire pour proclamer la révolution. C'était ça le problème. Donc la direction de la lutte qui était là n'avait pas pour ambition, c'est-à-dire de faire une révolution. Voilà. Ici, le mot d'ordre était clair, c'était l'alternance. Voilà. C'est l'alternance. Donc, du coup,
Et c'est ça qui a fait qu'il n'y a pas eu une rupture. Voilà, une rupture dans le sens donc qu'une nouvelle équipe arrive au pouvoir en faisant une rupture avec les anciennes pratiques, les anciennes... enfin, la manière de gérer qui n'a pas plu au peuple et qui l'a obligé ici à se soulever. Donc, on s'est retrouvé dans une sorte de réinvestissement politique où les mêmes acteurs qui, à travers leurs pratiques, avaient créé une situation de pourrissement, se sont retrouvés encore au sommet de l'État. Cette fois-ci, avec la promesse, bien sûr, de faire le changement. Voilà. Malheureusement, le changement promis n'est pas venu. Et c'est pour ça, à l'époque, d'aucuns disaient non, que ce n'était pas un changement, mais c'était plus un remplacement, voilà, à la tête du pouvoir. Donc, du coup, les mêmes pratiques qui avaient été décriées ont ressurgi avec les mêmes acteurs. Donc, ce qui a créé un dysfonctionnement donc, au niveau donc, des institutions et créé une sorte de délégitimation de ce pouvoir qui avait quand même bénéficié, en tout cas, de l'onction du peuple à travers les élections qui ont été organisées, voilà, où ils sont parvenus donc, à revenir au pouvoir. Mais malheureusement, les mêmes pratiques donc, ont fait que ce pouvoir s'est éloigné radicalement du peuple, qui attendait beaucoup donc, de ses dirigeants, voilà, en termes de changement. Voilà. Et donc, ce qui a créé donc, une situation donc, de désillusion, voilà, avec les facteurs conjugués donc, de l'insécurité ambiante, voilà, qui vraiment, l'insécurité qui galopait, si on peut s'exprimer ici. Donc ça crée en tout cas les conditions d'un mécontentement populaire. Voilà, et du coup, donc l'armée, en tout cas, n'a pas tardé ici à mettre un terme à ce pouvoir qui visiblement n'arrivait pas à trouver des réponses efficaces à la crise sécuritaire dans laquelle le pays était en train d'être enlisé. Et de là, on se retrouve en janvier avec un coup d'État qui porte à la tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. 8 mois après, on se retrouve avec un autre coup d'État, avec le capitaine Ibrahim Traoré, de jeunes officiers qui prennent une fois de plus le pouvoir. Et quand on regarde, le capitaine Ibrahim Traoré, dans sa gestion actuelle, est assis sur une légitimité populaire qui est à la fois sankariste, qui est également fondée sur le panafricanisme et d'une certaine manière qui est aussi fondée sur la lutte contre l'impérialisme. Comment est-ce qu'on est parvenu à un tel résultat? Un régime fondé sur le sankarisme, sur la lutte contre l'impérialisme et en même temps sur le panafricanisme. Ok, oui. Si on repart donc depuis l'avènement donc du MPRC 2, dans le discours inaugural, si on peut le dire ainsi, la proclamation donc du MPRC 2 à la télévision, voilà, il était question donc des déviations. Voilà, et donc le discours reprochait à l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, en tout cas d'avoir dévié, voilà, des objectifs de départ. Donc du coup, le coup de force donc populaire du 30 septembre 2022 était comme une sorte de rectification, c'est-à-dire du MPSR. Voilà. Donc du coup, on se rend compte que la contradiction qui était au sein du MPSR, il y avait deux tendances. Aujourd'hui, on peut faire l'analyse parce que bon, c'est un fait révolu et nous avons eu tout le temps pour observer et donc tirer les conclusions. Donc il y avait deux tendances. Voilà. Il y avait cette tendance incarnée par le chef de l'État où on avait l'impression à un certain moment que c'était une tentative de restauration d'un ordre ancien révolu et qui a été vomi par le peuple. Et de l'autre côté, on sentait ici que, on voit aujourd'hui que c'était donc des jeunes officiers progressistes qui voulaient vraiment faire une rupture. Voilà, une rupture, non seulement avec la gouvernance ancienne, mais aussi avec les forces de suggestion, les forces de domination extérieure. Donc, du coup, les pratiques donc, du MPSR avaient commencé donc, à lasser les populations. Voilà, parce que visiblement, sur le plan sécuritaire, on ne sentait pas une évolution significative. Et de plus en plus, on voyait en train d'émerger progressivement une ancienne classe politique de jette,
voilà, même au début, voilà, nous avons été prudents quand déjà certains estimaient que non, c'était le retour. Nous on disait non, il fallait encore observer pour comprendre un peu ce qui se passait. Voilà. Donc, du coup, à un certain moment, en tout cas, le MPCR qui avait été acclamé dès son arrivée, parce que quand même ça suscitait un espoir. Les gens se disaient que bon, comme ce sont des militaires, en tout cas, on pense quand même qu'eux ils pourront trouver une solution à la crise sécuritaire. Surtout que voilà, ils ont placé donc leur action sur le signe, en tout cas, de la lutte contre l'insécurité. Donc, du coup, c'est un pouvoir qui a été légitimé dès son arrivée. Mais les pratiques, la gestion donc du pouvoir à un certain moment avait commencé à l'éloigner du peuple. Donc, ce qui a créé nécessairement une contradiction à l'interne. Et ici, qui a débouché sur l'avènement du 30 septembre 2022. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le 30 septembre 2022 n'était pas un coup d'État comme les autres. Parce que c'était un coup de force populaire. C'est-à-dire qu'il a débouché sur la chute du régime. En ce sens que les jeunes officiers progressistes ont lancé donc le coup de force et le peuple est sorti parachever ici le travail. Et donc c'est dire que lorsque le coup de force a été lancé, tout de suite ça a déclenché, ça a débouché sur une insurrection. Donc c'est pour ça on peut dire que c'était un coup d'État insurrectionnel. Parce que contrairement à ce que certaines personnes qui tentent de réduire ça à un putsch, ce n'était pas un putsch. Parce que ce coup d'État avait un lien avec les masses. Et il y a eu une participation active des masses populaires dans la prise du pouvoir. Donc ça ne saurait être un putsch. Un putsch voudrait dire ici que c'est un groupe de militaires isolés des masses qui s'emparent du pouvoir. Or, tout le monde a vu. Déjà, dès lors que le coup de force a été engagé, le peuple, déjà en descendant dans la rue, avait identifié son adversaire. La preuve est que des symboles donc d'une certaine puissance colonisatrice comme la France, ici à travers donc son enceinte diplomatique, des centres culturels, ont été violentés. Donc ce qui voudrait dire que déjà le peuple en descendant dans la rue avait identifié l'impérialisme comme le principal adversaire. C'est dans la crise dans laquelle la crise liée à l'aspect sécuritaire. À l'aspect sécuritaire. Le peuple déjà avait identifié ici son adversaire. Donc ce qui fait dire que le coup d'État du 30 septembre 2022 n'était rien d'autre qu'un coup d'État anti-impérialiste. Le coup d'État, c'était un coup d'État anti-impérialiste. C'est clair. Voilà. Aujourd'hui, personne ne peut contester cela. Voilà. Donc, du coup, c'était un coup d'État dirigé contre l'impérialisme. Parce que ce soit les jeunes officiers progressistes et le peuple avait déjà compris que la question sécuritaire dans laquelle elle était plongée n'était rien d'autre que le fait, la manifestation donc de l'impérialisme. Et cela s'est démontré justement avec les dénonciations d'accords. Oui, les dénonciations d'accords, oui, les différentes décisions qui ont été prises, le départ des forces françaises, voilà, ainsi de suite. Beaucoup de choses qui ont confirmé. Et maintenant, il nous reste tout au plus en 3 minutes. Comment est-ce que finalement, quand on regarde, il y a aussi ce Burkina qui n'est pas allé seul. Ce Burkina qui est allé vers une vision sahélienne avec le Mali et le Niger, avec l'AES. Et la question que j'ai envie de vous poser, quelle est l'ambition géopolitique de l'AES dans un monde multipolaire, quand on regarde aussi le concept avec ce qu'il y a comme partenariat, ou un partenariat qui a été rejeté. Aujourd'hui, le partenariat de l'AES est beaucoup plus orienté vers la Russie. Comment est-ce que vous l'analysez très succinctement en 2 minutes tout au plus? Oui, en fait, le coup d'État du MPCR du 30 septembre 2022 venait en complément du coup d'État du Mali, voilà, dirigé par Assimi Goïta, qui déjà avait aussi une position anti-impérialiste. C'était aussi un coup d'État anti-impérialiste. Donc du coup, ce coup d'État est devenu redessiner la carte géopolitique au niveau du Sahel. L'enjeu majeur aussi de ce coup d'État, c'est que c'est un coup d'État, c'est-à-dire qui est revenu donc faire une recomposition au niveau des alliances géopolitiques et géostratégiques, notamment dans la zone sahélienne et même en Afrique ici, où déjà il fallait donc ici procéder à un multipartenariat, comme on le dit. Le multipartenariat existe, mais une redéfinition des alliances stratégiques
voilà, de sorte à se rapprocher de la Russie. Voilà, renforcer le partenariat, parce que le partenariat avec la Russie existait déjà. Bien sûr. Voilà, depuis les années 68, ça existait déjà. Maintenant, il s'agissait de renforcer ce partenariat avec la Russie, voilà, afin donc de pouvoir obtenir la logistique nécessaire pour faire face à la crise sécuritaire. Donc, du coup, l'enjeu politique de ce coup d'État est que c'est un coup d'État qui est venu donc remettre en cause, avec les autres coups d'État, bien sûr, du Mali et du Niger, qui est venu remettre en cause les rapports de suggestion, les rapports de domination qui ont été établis depuis des siècles. Donc, c'est dit que c'est un coup d'État qui est venu donc réaffirmer la souveraineté du peuple burkinabé. Un coup d'État qui est venu opérer une rupture dans les rapports de suggestion, aussi une rupture dans la gouvernance. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier que la gouvernance ici n'a pas changé. Voilà. Donc, voilà ici l'enjeu de ce coup d'État au plan géopolitique. Au-delà donc des questions internes, il s'agit donc de rebattre les cartes au plan géopolitique et au plan géostratégique. Bien sûr, et c'est en opérant une sorte comment on appelle, de diversification du partenariat et en se rapprochant vers les BRICS qui aujourd'hui incarnent le monde multipolaire et ambitionnent donc de redéfinir un nouvel ordre politique où il n'y aura pas de dictat, voilà, où aucune puissance ne pourra donc exercer sa domination sur le reste du monde. Merci à vous, Dr Olopépin. Je rappelle que vous êtes sociopolitologue et enseignant-chercheur au CNRST. Merci d'avoir joué le pari de nous redimensionner ce pan de notre histoire en une trentaine de minutes. Merci à vous. Merci pour m'avoir invité. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Tweet TV et Watt FM. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info que je prends toujours plaisir à vous présenter en attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Tweet TV, la télé interactive.